Bienvenue sur Questions au sénateur, votre rendez-vous hebdomadaire d'Acropolis et de Public Sénat, où on a le plaisir de recevoir un sénateur ou une sénatrice pour répondre à toutes vos questions. Cette semaine, on a le plaisir de recevoir Sylvie Robert. Bonjour Sylvie Robert, comment allez-vous? Bonjour, ça va bien, merci. Tout va bien, super. Vous êtes chez vous en Ille-et-Vilaine là? Je suis chez moi à Rennes, oui, oui, absolument. Parfait, super. Je rappelle que vous êtes sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine, donc à Rennes. Bonjour à vous. Donc, si vous nous regardez en direct là sur Twitch, sur Acropolis, bonjour à vous si vous nous écoutez en podcast, et bonjour à vous si vous nous regardez aussi en replay sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT. Aujourd'hui, on va donc passer une heure avec Sylvie Robert. On va apprendre à vous connaître, apprendre à savoir quels sont les sujets sur lesquels vous travaillez au Sénat, et puis échanger avec vous sur l'actualité. Mais c'est surtout avec vous que la sénatrice Sylvie Robert va échanger, puisqu'elle va répondre à vos questions, les questions que vous posez, aux questions que vous m'avez posées en amont pour elle aujourd'hui. Je voudrais qu'on commence avec vous par un sujet d'actualité avant de parler de vous, avant de faire votre portrait. C'est la loi Avia, la loi contre la haine sur Internet, qui a été adoptée hier par l'Assemblée nationale en lecture définitive. L'Assemblée qui a donc adopté cette proposition de loi déposée par la députée Avia. L'Assemblée a souhaité ne pas retenir certaines choses qui ont été pourtant mis avec insistance dans ce projet de loi, dans cette proposition de loi par le Sénat, notamment voilà, la prise de décision par le juge de l'éventuel retrait de contenu sur Internet. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de cette loi? Écoutez, les objectifs sont louables et c'est vrai que cette question de contenu haineux sur Internet est un vrai sujet. Donc, en termes de finalité, on ne peut que la louer. Cependant, ce qu'on avait vraiment vu au Sénat, c'est la fragilité juridique très forte. Je me C'est-à-dire, souviens de débats très forts sur la question des journalistes, pour ouais, qu'ils soient pas soumis. La question de la presse a été vraiment. Alors je ne sais pas, j'ai pas vu la dernière, forcément la dernière version qui vient d'être votée à l'Assemblée nationale, mais la question des journalistes était un vrai sujet. Et nous, c'est vrai que dans cette question de fragilité juridique, la question du rôle de l'autorité judiciaire, du juge, avait été vraiment considérée comme essentiel et c'est vrai que je vous rappelle que au niveau de la commission mixte paritaire, on n'avait pas trouvé d'accord. Euh, absolument. Le Sénat et parce que l'Assemblée n'ont pas été d'accord, et donc l'Assemblée absolument, nationale a eu le absolument, dernier mot hier. absolument. Et puis moi je terminerai par dire qu'on avait eu aussi un débat important sur le rôle quand même de censure donné à des acteurs privés que sont les GAFAM. C'est Alors quand même. justement, sur ces trois sujets que vous soulevez, qui sont effectivement les trois sujets qu'on a vu émerger très fortement notamment dans le débat hier à l'Assemblée nationale, ce dernier débat, Oui, il y a la question des journalistes, effectivement, où certains députés d'opposition, je absolument. pense notamment à la France Insoumise, reprochent au gouvernement de mettre en place un système de censure, y compris de la presse, puisque un journaliste, un internaute, finalement, la loi fait très peu de différence. Vous pensez, vous aussi, que c'est un régime de contrôle, on rentre en dictature carrément? Non, il faut toujours avoir des propos mesurés et je peux vous dire que sur ces questions-là, il faut regarder d'abord l'objectif et la finalité et surtout avoir, et c'est vrai qu'on parlera peut-être après de la CNIL, obtenir le maximum de garanties pour encadrer des dispositifs. Et en fait, c'est ce que le Sénat fait. Lorsque on est sur des textes comme ça, vous savez qu'il y a toujours cette tension entre la protection des libertés individuelles, des droits fondamentaux, et puis les objectifs liés à tel ou tel projet de loi, en l'occurrence là sur les contenus haineux sur Internet. Et je pense que le Sénat, comme à son habitude, avait souhaité clarifier un certain nombre de choses, préciser, et la question des journalistes a été quand même est absolument fondamentale. Enfin, on ne peut pas aujourd'hui mettre sous le même rang la question d'internautes qui vont se défouler comme ça d'une façon absolument ignoble, et puis des journalistes qui ont forcément, dans leur rôle de journaliste, sont liés à une charte, mais vous savez ça mieux que moi, éthique de journaliste, avec voilà. Donc à un moment, il faut aussi un peu faire la part des choses. Et je crois que le rôle du juge judiciaire, c'était aussi la question des 24 heures, avait été vraiment important. Donc je pense qu'il faut 24 heures, en encadrer l'occurrence, c'est le délai que la loi laisse aux plateformes pour retirer les contenus absolument. lorsqu'ils font l'apologie du terrorisme ou qu'ils présentent des contenus pédopornographiques. Mais le gouvernement et la majorité répondent à ces objections en disant qu'il y a un problème d'efficacité. Si, en gros, ce qu'ils disent, c'est s'il faut saisir un juge à chaque fois qu'il y a un tweet haineux,
on n'arrivera à rien. Qu'est-ce que vous répondez à ça? Qu'est-ce que je réponds? C'est qu'à un moment, bien sûr, on peut se dire que on va laisser faire les choses comme elles viennent, mais à un moment, il faut quand même, voilà, faire attention. Et quand je dis qu'il y a toujours cette tension entre droits fondamentaux et objectifs, en tout cas d'un texte de loi comme ça, la question de l'encadrement est absolument et du rôle du CSA, parce qu'on avait eu, je me souviens aussi, un vrai, un gros débat sur le rôle du CSA. Donc, il faut savoir encadrer les choses. Bien sûr, il y a la question de l'efficacité, je le reconnais, mais en la matière, je pense qu'on peut pas. Il faut qu'on fasse attention et on peut pas laisser tout faire. Il faut encadrer. Il faut mieux encadrer les choses. Et donc, en parlant d'efficacité, le gouvernement a fait le choix, en tout cas la majorité a fait le choix de confier directement aux plateformes, donc les GAFA, hein, clairement, on va le dire, Twitter, Facebook, Bien Amazon, sûr, YouTube, c'est un etc., sujet qui quand même. vont de fait se voir déléguer le rôle de suppression des contenus haineux. Il y a un sujet important pour vous, ça y est, c'est une privatisation de la censure, pour reprendre les mots de Marine Le Pen? D'abord, je ne reprendrai jamais les mots de Marine Le Pen, ça un c'est clair. Je ne sais pas si j'irai jusque là, mais en tout cas, moi, je pense qu'il y a un problème de fond qui est effectivement le fait de laisser aux GAFA ce rôle-là. Je pense que si puisque la loi le permet, et je reviens sur la question du juge, il fallait l'encadrer beaucoup plus. Vous voyez, ça aussi, ce sont des garanties à prévoir et à développer. Donc, il faut vraiment faire attention, vraiment. Une dernière question sur ce sujet. Les sénateurs socialistes se sont opposés donc à ce texte, ont voté contre. Vos collègues députés socialistes sont abstenus. Ils ont manqué de courage, les députés socialistes, selon vous? Je pense, si je peux me permettre, je crois que nous nous étions abstenus. Ah, pardon, le groupe socialiste au Oui, Sénat s'était abstenu également. oui, Ah, oui, alors du oui. coup, n'avez-vous pas manqué de courage? Non, mais je pense pas qu'il faille parler de courage, vous savez, hein, dans ce genre de débat. Je pense que d'abord c'est un vrai débat, donc il faut vraiment le prendre comme tel parce que c'est une réalité et cette réalité, quand elle touche les uns et les autres, elle est absolument effroyable. Et moi je dis toujours qu'il faut aussi prévenir. On a aussi beaucoup parlé du rôle de l'éducation. On travaille beaucoup au sein de la commission sur cette prévention-là qui, à un moment, peut faire partie aussi en termes d'éducation, de prévention, de ce que on peut faire et ce qu'on n'a pas le droit de faire. Même dans le cadre de réseaux sociaux, on voit bien que ça peut être de n'importe quoi. Donc, je pense qu'il y a un vrai rôle au niveau de l'éducation aujourd'hui au numérique, aux réseaux sociaux. Et il faut peut-être commencer par là. Il faut peut-être commencer par là. Il y a Yot Subed qui nous dit je comprends pas l'abstention quand on est contre une mesure. Est-ce qu'à un moment, c'est pas le rôle d'un représentant politique que de prendre des décisions et de dire clairement s'il est pour ou contre? Peut-on s'abstenir quand on est sénateur ou député? Ah bah oui, bien sûr, parce que on peut être pour l'objectif lié à un texte de loi, par exemple, mais ne pas obligatoirement approuver l'ensemble des dispositions qui vont concerner ce texte de loi. Donc après, vous voyez, c'est une question de curseur, c'est une question de valeur, enfin pour moi, et de garantie. Donc bien sûr, on peut être toujours dans la radicalité de dire non ou oui. Parfois, il y a d'autres chemins à emprunter. Lorsqu'on s'abstient, parfois, on est aussi confiant dans la navette parlementaire pour que les textes évoluent, progressent. C'est aussi ça le rôle d'un parlementaire. Et donc, je pense que c'est aussi pour moi, on dit souvent abstention constructive ou positive. C'est aussi le fait de laisser un peu la place à d'autres dispositions qui peuvent être intéressantes. Mais voilà, vous voyez, c'est toujours une question de curseur. Ça, c'est souvent dans le débat parlementaire qu'on va aussi affiner notre point de vue. Vous voyez, par exemple, parfois on ne sait pas obligatoirement ce qu'on va voter, et c'est dans le débat qu'on affine notre vote parce que, eh ben, on réussit à faire voter des amendements. Et la question du juge judiciaire avait été votée au Sénat. D'ailleurs, c'est vrai que la discipline de groupe n'a pas été absolument parfaite dans tous les groupes. On a vu effectivement des députés qui ont choisi de soutenir la loi alors même que leur groupe votait contre, d'autres qui ont choisi de voter contre la loi alors même que leur groupe soutenait la loi. Donc effectivement, on a vu ça. On va parler de vous, Sylvie Robert, on va parler de votre parcours. Je vous cache pas que j'ai pas trouvé grand-chose sur Internet, sur votre parcours avant de devenir élu à Rennes.
Comment est-ce que ça vous est venu la politique? Vous avez fait quoi comme parcours? Vous avez fait quoi comme études? J'ai fait des études de littérature, de langue et un master 2 à Sciences Po Grenoble. D'accord. Vous aviez déjà envie de faire de la politique? Sciences Po Grenoble, c'était déjà avec l'idée de... Vous étiez engagée quand vous étiez étudiante? Je me suis engagée lorsque j'étais étudiante dans les manifestations liées au CPE. Alors, vous voyez, ça remonte un peu, 2005? mais voilà, ça a été en fait une façon aussi de m'engager à l'université. Et puis, je me sentais un peu impuissante, pour ne rien vous cacher. Et j'ai poussé un jour la porte du Parti socialiste en me disant que m'engager dans un parti politique allait peut-être me permettre de voilà d'être un peu plus efficace ou en tout cas de pouvoir défendre des idées et des valeurs. Voilà. Et j'y suis toujours. Vous parlez d'impuissance. Ils sont nombreux, les citoyens et notamment les jeunes aujourd'hui, à sentir qu'il y a aussi beaucoup d'impuissance parmi le personnel politique. Alors, est-ce que rentrer dans un parti, comme vous l'avez fait à cette époque-là, c'est utile, efficace? Moi, ça a été une école extrêmement intéressante parce que d'abord on apprend à débattre, on apprend à la controverse, on affine aussi ses idées, on fait progresser voilà ses valeurs, c'est des choses aussi c'est un apprentissage, hein, ça se, Mais est-ce en que tout c'est cas pour moi. efficace? Bah écoutez, ce qui s'est joué pour moi a été assez efficace parce que en 1989, donc j'étais assez jeune, le maire de Rennes à l'époque, il s'appelait Edmond Hervé, m'a proposé d'entrer au conseil municipal et je suis arrivée au conseil municipal de Rennes, j'avais 24 ans, nous étions très peu de femmes, j'étais la plus jeune et là j'ai appris l'action municipale, l'action publique et je dois vous dire et l'action locale et ça a été en tout cas et ça a continué à être une formidable expérience pour moi. Et là, je me suis sentie utile, oui, parce que dans l'action locale, forcément, on défend des projets, on essaie de les mettre en œuvre, il y a des rapports de force aussi politiques hein, qui s'exercent pour défendre ces budgets. Voilà, c'est en tout cas passionnant. Et l'idée, c'est quand même de penser aux habitants et à leur offrir le meilleur service possible. Et pour moi, ça a été important, oui. C'est vrai que l'action locale est assez plébiscitée, mais quand on voit, mine de rien, le mouvement des Gilets jaunes, qui dit aussi beaucoup du ras-le-bol parfois des Français qui ont l'impression, probablement à juste titre d'ailleurs, que les hommes et les femmes politiques ne peuvent rien, ne font rien, sont impuissants. Beaucoup parlent même de corruption. Comment est-ce que vous voyez ça, vous justement, après plus d'une vingtaine d'années d'engagement, et même en tant qu'élu, en tant que responsable politique, ça vous fait quoi? Vous n'avez pas l'impression qu'effectivement, il y a un truc qui est raté? En tout cas, oui, il y a quelque chose qui en tout cas n'a pas fonctionné. Et ça, moi, j'en suis extrêmement triste parce que je trouve qu'au contraire, l'action politique, mais au bon sens du terme, vous voyez, c'est-à-dire cette recherche vraiment de bien commun, de service au public, d'action publique, de régulation forcément d'un certain nombre je dirais, de dispositions liées au marché, c'est-à-dire de faire en sorte que, eh bien, on améliore la vie des gens. Pour moi, dans l'action locale, elle est extrêmement précieuse. Et j'ai vu se déliter, ou en tout cas l'image d'abord du politique, c'est-à-dire au départ, c'était vraiment tous des pourris. On n'est pas comme si, voilà, on avait. Alors, en même temps, l'exemplarité est pour moi importante, c'est-à-dire, alors je suis bretonne, je pense qu'il y a aussi des façons de faire de la politique. Non, mais c'est vrai, de pratiquer la Non, 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 mais politique. Pour moi, il y a une forme d'exemplarité, c'est-à-dire que à partir du moment où je deviens un personnage public, que j'ai cette responsabilité, je me dois, voilà, de faire attention. Et donc tout le monde n'a pas fait ça, et je suis un peu triste que cette image soit aussi, voilà, détériorée, et que après l'image, ça a été la notion d'efficacité, c'est-à-dire en fait.
on ne sert à rien, la politique ne sert plus à rien. Bah non, enfin, faisons attention, regardons ce qui se passe dans le monde aujourd'hui. Et lorsque vous avez des démocraties, vous avez un certain nombre de valeurs qui s'expriment, d'idées qui peuvent, en tout cas, être, on parlait tout à l'heure de liberté individuelle, de liberté de parole, enfin, il faut aussi faire attention. Et moi, je continue d'abord parce que je suis une optimiste de nature, mais voilà, j'ai envie de continuer à faire partager ça et à dire que bah, faire de la politique, oui, ça peut être très noble et en même Il y a un temps dé- passionnant. Surtout en ce il y moment. a- Surtout en ce moment. Ah bah ça, c'est pas moi qui vous dirais le contraire. En ce moment, il y a un débat dans le chat parce que vous avez parlé tout à l'heure du CPE. Oui, Le CPE, c'était en 2006. Alors, je vous ferai pas l'affront de vous dire que vous aviez passé l'âge en 2006, mais si vous aviez 24 ans en 89, vous n'étiez ou pas 20, étudiant en 2006. Vous êtes 2006, je suis rentré au rentrée en PS avant. 89. Oui, 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 je suis rentrée ah non, oui, oui, non, je suis rentrée au PS bien avant. Je suis Alors pas du coup, rentrée au PS à cause du CPE. Je d'accord, suis rentrée au PS en 1985, 85-86. Voilà. sous En Mitterrand à fait, moi, l'époque. comment? Sous Mitterrand à l'époque. Et je dis ça parce qu'il y a beaucoup des gens qui nous regardent l'ont pas connu, hein. On est d'une autre Ah, génération. je sais, je suis désolée, hein, vous êtes, Ah non, je bah vous en oui, prie, vous voilà, excusez je suis pas. Non, mais justement, je- racontez-nous, ça voulait dire quoi j'ai d'autres questions d'ailleurs à vous poser là-dessus après, donc on va continuer. Vous avez été directrice des relations publiques au Théâtre national de Bretagne et vous avez été adjointe à la mairie de Rennes pendant longtemps, chargée de la culture. Alors j'ai une question ouais. là-dessus. Pourquoi la culture? Quelle relation vous avez avec la culture? Vous avez travaillé dedans? Vous êtes comédienne? Non, alors en fait, je me suis intéressée quand j'étais étudiante à la culture. D'abord parce que voilà, je faisais des études de littérature, je travaillais sur de l'écriture cinématographique, donc déjà c'était une matière qui m'intéressait. Et j'ai été en fait toujours persuadée que l'éducation et la culture sont des moyens vraiment très forts d'émancipation de chacun. Et notamment pour acquérir un sens critique, pour être libre de choisir. Il y a aussi les artistes nous donnent cette liberté-là. Et je me suis tout de suite engagée. J'ai tenu le ciné-club de la fac, j'ai travaillé à la bibliothèque. Et ensuite, je me suis forcément un peu spécialisée. Et puis, dans mes études, et notamment quand j'ai fait le Master 2 à Grenoble, à l'Observatoire des politiques culturelles, je l'ai fait sur des questions de politique culturelle. Donc, ça a été un cheminement qui m'a permis à la fois d'être pendant 11 ans, de travailler dans un théâtre, donc auprès d'artistes, et en même temps de pouvoir, je dirais, et ça a été aussi absolument passionnant, de pouvoir après franchir un autre pas qui a été de l'autre côté d'être adjointe à la culture. Donc j'ai eu à la fois une expérience professionnelle et en même temps une expérience politique. Et je continue et je suis de celles qui continuent à défendre beaucoup la culture, les artistes et aujourd'hui je trouve qu'on en a vraiment besoin. Donc voilà. Alors, on va en parler évidemment de la question de la culture pendant le confinement, mais justement sur cet engagement local, donc vous l'avez dit pendant plus de 20 ans dans Ah, l'exécutif. je vois qu'il y en a qui ont assisté à la Légion d'honneur des transmusicales. Ah, c'est drôle. Oui. Comme quoi, comme quoi. Ah Non, oui, oui, parce que c'est c'est Léo vrai qu'en Céleste qui plus, dit. Vous avez fait un très beau discours à la remise de Légion d'honneur des fondateurs des transmusicales à Rennes. On sentait chez elle une véritable conviction et un attachement profond à la culture. Ah, là, ça me fait plaisir parce que c'est effectivement un engagement de tellement longtemps que et je suis dans une ville très culturelle, je suis dans une région très culturelle où voilà il y a des projets, bah, les trans en font partie, mais il y en a donc forcément c'est d'une richesse inouïe donc ça m'apporte beaucoup, oui. Et je veux continuer à ça défendre. veut dire quoi être élu à la culture au niveau local? Parce que pour le coup, l'action locale, j'en parlais tout à l'heure, très bien, mais la culture, qu'est-ce que peut faire une mairie pour la culture? Ah ben c'est énorme puisqu'elle a la compétence. Donc, vous savez que la culture, c'est une compétence partagée. J'ai été aussi vice-présidente à la culture à la région Bretagne. Donc, c'est vrai que l'action, je dirais, locale en matière de culture, elle est absolument énorme parce qu'on a compétence. Donc, forcément, la question de l'intervention publique en matière de spectacle vivant, de patrimoine, d'art visuel, de soutien aux compagnies, ce sont les villes
les autres collectivités, bien sûr, moi j'ai été à la région, j'ai été à la métropole, à la culture, donc j'ai fait quasiment tous les niveaux de collectivité. Ben voilà, si on a de la volonté politique, on soutient la culture. Si on n'en a pas, on n'est pas obligé de le faire. Ça, c'est intéressant. Donc il faut Ah une oui. volonté politique. Et bah oui, bah oui. Ouais, oui, Et non, là non, on fait, mais et là on fait de la vous l'avez politique. vous l'avez dit vous-même, vous avez été vice-présidente de la région Bretagne avec Jean-Yves Le Drian. Oui, Moi, quand j'ai entendu ça, ça a fait tilt. Jean-Yves Le Drian, qui est passé En bah oui, Marche. oui. Alors, c'est un divorce ou vous l'avez suivi ou pas? Bah non. La preuve, c'est que je suis toujours au Parti socialiste et au groupe socialiste du Sénat, donc je l'ai pas du tout suivi. Vous J'ai avez quelle travaillé relation avec lui? cordial, tout va Ça bien. en dit long. Tout va bien. Ben, d'abord, je le vois plus beaucoup, pour ne rien vous cacher, parce que forcément, il est ministre des Affaires étrangères et je ne le vois plus beaucoup. Mais voilà, quand on se voit, les relations sont cordiales et moi, j'ai beaucoup d'estime pour, euh, pour Jean-Yves Le Drian, avec qui j'ai vraiment eu grand plaisir à travailler à la région Bretagne. À propos de la région Après, Bretagne, chacun fait ses justement, choix. quel est l'état des socialistes en Bretagne, du coup, puisque Jean-Yves Le Drian, voilà, est passé de ministre sous le quinquennat de François Hollande à ministre sous le quinquennat d'Emmanuel Macron. Vous parlez de relations cordiales. Comment ça va se passer pour les prochaines régionales? On parle même d'ailleurs d'une hypothétique candidature de Jean-Yves Le Drian. Comment vous vous Alors là, positionnerez? je sais pas. Moi, je suis une femme de gauche. Je suis restée fidèle à la fois à mes valeurs et à ce parti qui, voilà, qui est celui d'un engagement de plusieurs années. Et j'ai pas du tout l'intention de bifurquer, de m'éloigner ou de me laisser, je dirais, séduire par quelque sirène que ce soit. Pas du tout. Alors, vous dites vous-même que vous êtes de gauche, vous êtes toujours au Parti socialiste. J'ai eu beaucoup de questions là-dessus. Beaucoup d'internautes veulent vous poser la question. Je pense par exemple à Yopki qui m'a dit, je ne sais pas si ça se fait de lui poser ce genre de questions, mais j'aimerais bien connaître sa définition de gauche quand on est membre du PS. C'est quoi la gauche pour Ah, vous, Sylvie Robert? alors, écoutez, moi je suis une femme de gauche parce que je pense que, alors, on pourrait en disserter pendant longtemps, hein, donc ça c'est, mais Alors je pense allons-y que pendant pas très longtemps. pas très longtemps, ouais. Je pense que peut-être ce qui m'anime le plus, en tout cas, et c'est peut-être ça aussi qui définit la question cette question-là qui est posée, qu'est-ce qu'une femme de gauche? C'est peut-être de se dire que la question de l'injustice, enfin, la question de la justice sociale ou des injustices et des inégalités est pour moi absolument insupportable. Et donc, à partir de là, parce que dans une société, et on voit bien les évolutions des sociétés aujourd'hui, ces inégalités peuvent se creuser, il y a de l'injustice à tous les niveaux, eh bien, la question est de savoir comment on peut essayer, en tout cas, de les amoindrir, de les combattre, de faire en sorte que l'action publique permette un moment de faire progresser ça. Et je peux vous dire que dans l'action que j'ai menée au niveau local, régional, en faisant un certain nombre de choix, parce que ce sont des choix budgétaires, parce que ce sont des choix d'intervention, on peut très vite mesurer que bah, ça peut avoir une portée importante. Et pour moi, c'est ça, c'est la question des inégalités, des injustices. Alors, Très il y a fort. Usul dans le chat qui dit ça a dû être difficile le mandat de Hollande, la politique de l'offre, la loi travail, la loi Macron. Moi, c'était la question suivante, c'est que le quinquennat de François Hollande a laissé un goût amer chez beaucoup de gens de gauche qui, du Oui. coup, refusent au PS l'étiquette de gauche. Comment vous vous sentez, vous, à gauche, du coup? Vous avez Bah l'impression d'avoir des écoutez, comptes à rendre? ah non, j'ai pas de compte à rendre. Moi, je suis quelqu'un qui avance, qui a pas. Moi, j'ai été, oui, sous le quinquennat Hollande, il y a un certain nombre euh, de choses qui m'ont terriblement attristée, en tout cas avec lesquelles j'étais pas d'accord. Et d'ailleurs, j'ai été
je sais pas si vous vous souvenez, dans des débats sur la déchéance de nationalité, des choses comme ça. J'ai fait partie des sénatrices à l'époque, sénateurs, qui avons déposé un amendement de retrait de cet article 2. On n'était pas beaucoup, donc fallait aussi. Mais voilà, je pense que je vais vous dire, je suis quelqu'un qui avance et qui a des convictions. Et aujourd'hui, avoir des convictions, alors peut-être que les internautes, là, je regarde, ça va, ils vont me dire, mais c'est quoi ces termes, les convictions, des valeurs? Bah oui, mais moi, pour moi, des convictions, c'est aussi cette idée de pouvoir continuer à avancer et on avance en parfois bah, sur des chemins un peu caillouteux, donc on n'est pas toujours complètement satisfait. Mais la question, c'est de pouvoir être fidèle à ce qu'on est et ce qu'on est devenu. Et pour moi, cette question de femme de gauche, elle est là et je continue. Je continue à défendre ces idées au Parlement, je continue à défendre ces idées dans l'action locale, à Rennes. Voilà, c'est et après, on peut pas être satisfait de tout, mais moi, j'adore les combats politiques. J'adore. Non, mais Non, non, mais je trouve que la politique est un espace vraiment extrêmement intéressant pour pouvoir accepter aussi. Voilà, alors ces compromis. à propos de On ne peut combat pas être politique, d'accord, mais à un il y a une moment, tribune voilà. qui a été signée hier dans l'Obs. Une tribune a Ouais, été signée par plus de 150 responsables politiques oui, dont la de mère de gauche, Rennes, dont la maire de Rennes, et donc qui dont vont la mère du de Rennes. PS au Parti communiste, en passant par Europe Écologie Les Mhm. Verts, avec Place Publique également, et une tribune qui voilà, qui lance, qui réfléchit au monde d'après, au combat de demain. Est-ce que vous voyez là le début d'une union de la gauche, peut-être, qui pourrait, je sais pas, se réunir d'ici 2022, par exemple? Vous y croyez à J'aimerais ça? bien. Pas. Je pense qu'il y a des. Alors après, la question vraiment, c'est pas de se réunir pour se réunir ou de faire une adjonction non. La question, elle est plus là. C'est surtout se réunir autour de quoi et de quel projet et quelles sont aujourd'hui les priorités qui sont et qui doivent être les nôtres. Et ces tribunes, quand elles parlent effectivement d'écologie et de là aussi de justice sociale, parce que c'est un peu le cœur de. Et ben, ça montre que voilà, c'est un trépied aussi autour duquel on peut avancer. Et pour moi, ça, oui, c'est important. C'est Est-ce important. qu'on peut réunir la gauche sans la France insoumise? Qui représente quand même enfin, qui représente beaucoup, beaucoup, beaucoup de voix à l'élection présidentielle. Premier parti de gauche à l'élection présidentielle, euh, loin devant le Parti socialiste et ses alliés. Bah écoutez, c'est pas à moi de le dire, mais pour l'instant, en tout cas, sur un certain nombre de points, on verra, on verra l'évolution de la France insoumise, mais pour moi non. D'accord. On verra alors. Dont acte, on verra. On verra. Et Vous savez, j'espère pour. il y a encore du chemin, hein, vraiment. Hein. Donc, je crois qu'il faut jamais, il faut vraiment, voilà, jamais tout de suite euh, préjuger de cela. Ou il y a du chemin, il va être long, mais en tout cas, si on le prend ce chemin et si on l'emprunte le plus possible tous ensemble, ben voilà, c'est en tout cas le souhait que je peux y mettre. Mm. Alors il y a aussi des déçus du macronisme. Et il y a même, il paraît, la volonté de créer un nouveau groupe à l'Assemblée nationale qui réunirait une partie de ce qu'on appelle la gauche de la République en marche, portée par un certain nombre d'anciens, par exemple, d'anciens socialistes qui ont rejoint la République en marche avant finalement de quitter le groupe ou d'être virés parce qu'ils dénonçaient le manque de mesures sociales dans le quinquennat d'Emmanuel Macron. On parle aussi de Jean-Yves Le Drian comme étant l'un des têtes d'affiche de cette gauche de la Macronie. Vous y croyez, vous, à ça, la possibilité de la coalition d'une partie de la gauche de la République en marche, si tant est que ça veut dire quelque chose? Bah d'abord, il faudrait que je sache ce que ça veut dire, Et je vous parce avoue que qu'on ne sait pas très bien non plus ce que ça veut dire, mais il y a quand même eu Jean-Yves Le Drian a co-signé une tribune et a créé un mouvement justement qui veut mettre l'accent sur le social, sur la question des étrangers aussi, dans le quinquennat d'Emmanuel Macron, l'acte 2 du quinquennat qui est attendu par un paquet oui, ben d'acteurs de la Macronie. écoutez, il faudrait dans ce cas que les LREM arrêtent le en même temps et prennent
un certain nombre de décisions courageuses. Je pense à l'assurance chômage, je pense à l'ISF, je pense à un certain nombre de points comme ça qui sont quand même des lignes rouges, où à un moment, le en même temps auquel je n'ai jamais cru peut avoir des limites. Et là, on voit justement qu'il a des limites, mais la question des limites, c'est pour en faire quoi? Et donc, c'est intéressant, mais moi vraiment, j'attends de voir euh, si, euh, si ce nouveau groupe a vraiment le courage d'accepter de s'affranchir de la vision quand même libérale du président de la République. En plus, ce qui est intéressant, c'est que ce nouveau groupe, s'il se crée, n'aura pas le choix, devrait être soit dans l'opposition, soit proche de la majorité. Ça va être très intéressant de voir comment est-ce qu'ils vont se positionner. Du coup, j'attends ça comme vous avec impatience de savoir exactement ce qu'ils vont défendre et sur quoi ils vont voter, et surtout quels amendements, quel budget. Absolument. Ben, Ça, j'ai vraiment hâte. souvent à Euh, l'épreuve des faits, vous savez qu'on ouais, on observe vraiment oui, les choses. Donc, les postures attendons. dans les journaux, c'est facile, mais les votes, c'est plus compliqué. Absolument. Surtout en Euh, politique. Et c'est ça aussi qui n'est sur- pas obligatoirement Alors, à très. propos de politique, vous êtes sénatrice depuis 2014 et vous êtes membre donc de la CNIL, la Commission nationale informatique et liberté. Oui. Ça sert à quoi d'avoir des élus, des députés, des sénateurs dans la CNIL? Alors, c'est une autorité indépendante, hein, comme beaucoup d'autorités indépendantes, et nous sommes effectivement 4 parlementaires, donc 2 sénateurs et 2 députés. Pour vous dire un peu comment ça fonctionne, parce que je pense que c'est très méconnu et c'est extrêmement intéressant, parce que c'est une autorité indépendante qui est d'abord pour moi, et je pense, et je le vois de plus en plus, d'abord connu par les Françaises et les Français. La CNIL, alors qu'il y a beaucoup d'autorités indépendantes, vous pouvez m'en citer, qui ne sont absolument pas connues par les habitants de notre pays, mais la CNIL, parce qu'à un moment, ils ont pu y avoir recours, ou alors elle est connue parce que la question de la protection de ces données personnelles est un sujet qui court depuis extrêmement longtemps, et puis parce que cette question-là a fait l'objet quand même de textes de loi qui ne sont pas anodins, la loi de 78, la loi de 2004 rectifiée, et puis il y a peu le fameux RGPD qui a permis donc une forme d'harmonisation européenne sur la protection des données. Alors, la CNIL, elle intervient sur des champs extrêmement divers, puisque ça va de tous les champs de la société, hein, des individuels aux institutions. Et elle est composée de 18 commissaires, dont 4 parlementaires, qui se réunissent toutes les semaines et qui, toutes les semaines, et je le dis parce que c'est quand même un travail extrêmement prenant, eh bien, rendent des rapports sur des avis qui sont des avis liés à des décrets, des projets de décrets. Bah là, pour le projet de loi, ça a été donc d'urgence, ce projet de décret sur le traçage numérique, ou alors des avis sur un certain nombre de dispositions qui sont prises et qui ont toujours un lien avec la question de la protection des données personnelles. Donc Alors, c'est une autorité qui travaille beaucoup, qui est très exigeant, et le fait que les parlementaires soient là, je trouve, apporte, alors je dirais avec mes collègues vraiment, au-delà de la dimension juridique, qui est quand même, voyez, une expertise juridique extrêmement forte, hein. Ce ne sont que des juristes hein, hmm, ouais. qui sont à la CNIL. Je dirais aussi une dimension politique, et les débats que nous avons le jeudi matin sont extrêmement intéressants, et moi m'apportent beaucoup dans ma façon forcément de voir l'évolution de ces questions-là. Mm. Alors, à propos de débat, la CNIL a émis des réserves assez fortes sur cette application de tracking ou de tracing qu'envisage le gouvernement dans le cadre de la lutte contre l'épidémie de Covid-19. Le gouvernement qui a d'ailleurs semblé temporiser, si ce n'est revenir en arrière, en disant que de toutes les façons, l'application ne serait pas prête pour le déconfinement, on l'a bien vu, et que de toute façon, elle n'aurait pas lieu tant qu'il n'y aura pas un débat parlementaire. Une question d'Emeric pour vous, c'est quoi les conditions pour que l'application de tracking respecte le meilleur équilibre possible entre la lutte contre la crise sanitaire et le respect de la vie privée? C'est quoi les Alors, conditions il y a deux choses. Il y a deux choses. Et d'abord, oui, les débats ne sont pas publics, hein. Ce sont les avis qui sont rendus par la CNIL hein, qui sont publics. Je regarde un petit peu le chat là
Il y a deux choses. Il y a, vous savez, cette fameuse application qui s'appelle Stop Covid. Je pense que c'est de celle-là dont vous parlez. Oui, c'est bien de celle-là. Et puis Hein. ensuite, il y a la question aussi du oui, je vois ce que vous voulez dire. C'est différent. Vous voyez, c'est différent. Donc, Stop Covid, en fait, c'est une application pour l'instant qui n'a pas vu le jour, qui va vraisemblablement, bon, qui fait du chemin, hein, et qui va être en test peut-être au mois de juin, et qui a fait déjà l'objet d'un avis de la CNIL qu'on a rendu public et qui effectivement, dans cet avis, demandait énormément de garanties. Alors, il fallait qu'on soit bien sûr que ce soit sur la base du consentement. Vous savez, et que vous ayez donc la liberté de choisir ou de ne pas choisir de la télécharger. Et ensuite, il y avait énormément de garanties sur la conservation des données. Donc ça, c'est Stop Covid. Et il y a un autre avis qui a été rendu public au début de la semaine sur ce que le gouvernement a intégré dans le dernier projet de loi d'urgence qui s'apparente à une forme de traçage numérique pour rompre les chaînes de transmission du virus. Donc vous savez, c'est cette idée que vous avez des symptômes, donc vous allez chez le médecin, il y a des tests, vous êtes déclaré positif, et là s'enclenche tout un processus qui va forcément vous amener à accepter ou pas de dire qui vous avez croisé. Et ça, donc, et là, c'est avec l'objectif après d'être appelé par les brigades sanitaires qui vont vous demander si jamais vous êtes testé ou si vos contacts ont été testés aussi positifs, de vous mettre en quatorzaine, c'est-à-dire de vous isoler pour rompre les chaînes de transmission. Et là, en fait, la CNIL a été saisie parce qu'il y avait des systèmes de traitement de fichiers. Vous savez qu'on traite des fichiers en fait. Hein. Ouais, ouais. Donc il y avait deux traitements avec l'assurance maladie et puis avec et donc en fait elle a rendu un avis en demandant là aussi à ce qu'il y ait des garanties très très fortes sur la conservation des données, sur qui traite les données, sur la nature des données, etc. Et je dois vous dire que pour la première fois, à la fois au Sénat et à l'Assemblée nationale, pour vous dire quand même que ce sont des questions qui sont sensibles parce que quand même ce sont des données de santé, donc il faut faire attention, ce sont des données sensibles. Il a été demandé et Philippe Bas, le président de la commission des lois du Sénat, a accepté l'amendement qu'on avait porté qui était de demander un avis conforme de la CNIL Eh oui. pour vraiment qu'on mesure l'importance que peut revêtir un avis de la CNIL qui, à un moment, va forcément demander à ce qu'on ne fasse pas n'importe quoi avec cette question-là. Ça a été refusé à la CMP. Non, ça n'a pas été Mais refusé à la CMP. Ça a été refusé par le Conseil constitutionnel parce que voilà, c'est c'est ça, anti par le Conseil constitutionnel qui a censuré. qui a censuré et la CNIL a dans son avis rendu public dit forcément qu'elle allait exercer des contrôles très fréquents sur la mise en œuvre de ce traçage numérique pour vérifier que ben voilà ce qui a été donné dans le projet de loi soit bien mis en œuvre et conforme au RGPD. Donc vous voyez, c'est un rôle quand même qui est à la fois en amont et qui peut être aussi en aval, parce que là, la question du contrôle va être forte. Et sur Stop Covid, cette fameuse application, eh bien, on a demandé au niveau de la CNIL qu'avant que Stop Covid ne soit en œuvre, en fait, eh bien, il y ait de nouveau une saisine de la CNIL et il y ait un débat parlementaire. Donc là, la CNIL, en ce moment, elle joue un rôle, je dirais, important et elle se réunit beaucoup, elle rend des avis qui sont, vous avez vu, des avis très conséquents, mais Oui. extrêmement éclairants sur la protection essentielle de nos données. Et pour le coup, assez strict, puisque justement cet avis de la CNIL qui pose des conditions assez importantes, effectivement, en termes de Absolument. protection des données, fait craindre, notamment à l'exécutif, que en fait, on arrivera, c'est la quadrature du cercle, on n'arrivera jamais à faire une application efficace et qui protège les données. Donc encore une fois, faut-il sacrifier des libertés sur l'autel de l'efficacité? C'est la grande question du La moment. CNIL a accepté, comme d'ailleurs, moi je l'avais, quand on a eu ce débat dans le projet de loi Urgence 2, accepter le fait qu'à un moment, on se dise que ce traçage numérique et cette application
soit un outil supplémentaire dans le fait, un moment, de traiter de la question sanitaire, peut être efficace ou pas pour pouvoir forcément lutter contre la circulation du virus. Et moi, je l'ai dit très très vite, et on l'a dit à la CNIL, cette application Stop Covid, mais même le traçage numérique, ne s'avéreront efficaces que s'il y a des tests, que s'il y a des masques, que si, en tout cas, les conditions de l'état d'urgence sanitaire et de l'ensemble des solutions qui aujourd'hui sont proposées fonctionnent. Sans ça, ça ne sert à rien. Et Mais alors, du le coup, grand débat, cette application qui n'a pas encore vu le jour, est-ce qu'elle risque pas finalement de devenir très obsolète assez rapidement, puisque Google, Apple et peut-être d'autres vont décider de faire leur propre application en se moquant totalement pour le coup de la CNIL, puisque c'est des applications mondiales. Et du coup, encore une fois, est-ce que c'est pas un débat franco-français qui en fait risque de ne pas servir à grand-chose? non, c'est pas un débat franco-français parce que vous observerez qu'au niveau européen et au niveau international, vous avez énormément de pays qui ont peu ou prou testé des applications de cette nature. Alors après, la question, c'est GAFA ou pas. Alors là, là on parlait tout à l'heure en début de propos sur de la PPL Avia. Pour moi, c'est la ligne rouge, hein, c'est très clair. Donc après, fabrication européenne. Il y a eu un moment aussi un travail avec l'INRIA, mais aussi avec les Allemands. Vous savez, donc non, tout le monde en fait teste cette application. Après, moi, la grande question que je me pose, c'est est-ce qu'elle va être efficace? Et est-ce que, par exemple, une question qu'on s'est posée, est-ce qu'il faut un seuil minimum de personnes qui ont téléchargé l'application pour pouvoir rendre finalement cette application vraiment efficace? Et à cette question-là, moi, je sais pas. Moi, je pense quand même qu'il faut un minimum pour qu'on puisse on puisse voir l'efficacité de l'application. Autrement, je sais pas à quoi ça va servir. Donc, mais voyez sur ces débats-là, qui sont extrêmement importants, extrêmement intéressants, vous avez cette tension entre protection des libertés et puis là en l'occurrence, lutte contre la transmission et la circulation d'un virus, donc des questions aussi sanitaires qui ne sont pas non plus anodines. Et ça, il faut aussi en mesurer la portée, c'est-à-dire qu'on on est toujours dans cette tension-là, et la tension, elle est sur vraiment deux enjeux qui sont absolument fondamentaux aujourd'hui. Alors, il y a un autre enjeu fondamental, et on revient à ce que vous disiez tout à l'heure sur vos engagements politiques et vos convictions, la culture. La culture, vous êtes vice-présidente de la commission des affaires culturelles, donc du Sénat. Et évidemment, le sujet actuellement dont on a beaucoup parlé, bien sûr, c'est l'annulation des festivals. D'une manière générale, le monde de la culture est en grande difficulté avec le confinement, le coronavirus. Il y a des grosses questions qui se posent. Du coup, j'en ai beaucoup pour vous. Sur l'annulation des festivals, il y a une question de Dish qui vous demande est-ce que vous n'êtes pas trop déçu de ne pas pouvoir voir Céline Dion aux Vieilles Charrues cette année? Ah bah si, j'avais ma date, j'avais tout, mais bien sûr que si. Quand même, Céline. Évidemment, déjà, je suis très déçue de ne pas pouvoir aller aux Vieilles Charrues et encore plus de ne pas pouvoir voir Céline Dion. C'est terrible, c'est terrible. Ouais. Ça m'a empêché de dormir pendant je sais pas combien de temps. Non, plus sérieusement parce que j'ai été quand même une des premières qui a attiré un peu l'attention sur l'annulation des festivals et sur le fait de dire à un moment, faut pas rigoler avec ce genre de choses. Ça met quand même alors le festival de Vieilles Charrues, des Vieilles Charrues a un modèle économique privé. Mais il y a d'autres festivals qui sont dans d'autres modèles économiques subventionnés ou pas. Mais la question, c'était
dites-nous, Monsieur le ministre, est-ce que les festivals vont pouvoir avoir lieu? Est-ce qu'on peut avoir une directive nationale? Parce que derrière, il y a le cas de force majeure qui peut s'appliquer et qui permet de limiter les dégâts budgétaires pour ces festivals dans leurs négociations avec les contrats de cession, etc. Et Alors donc, c'était il y a un mois, en l'occurrence, c'était il y a un mois que vous interpelliez le oui, ministre de la Culture sur ce sujet-là, Franck Riester. Est-ce qu'un mois plus absolument. tard, vous avez eu de la part du gouvernement des garanties, justement Emmanuel Macron en a appelé aux assureurs, on n'a pas très bien encore compris qu'est-ce qu'il allait faire pour forcer les assureurs à assurer, mais est-ce que là, vous êtes plus rassuré qu'il y a un mois, par exemple? Écoutez, d'abord, moi, je considère que la culture a été vraiment la grande oubliée. Et il a fallu parce que on n'arrêtait pas d'alerter. Moi, j'ai alerté en disant derrière, c'est d'abord l'annulation des festivals. Ce sont des artistes d'abord, je dirais, des organisations avec des bénévoles, avec des sous-traitants, parce que derrière un festival, vous avez des petites entreprises ou des grosses d'ailleurs qui travaillent sur la lumière, sur le son, sur donc derrière, c'est tout un écosystème qui va se retrouver vraiment extrêmement fragilisé. Et ben ça a été le cas. Ça a été le cas. Et quand j'ai demandé à ce qu'il y ait une directive nationale pour interdire les grandes manifestations, considérant qu'avec la circulation du virus, forcément des grandes manifestations à plusieurs milliers de personnes n'allaient pas pouvoir avoir lieu, et je voyais les autres pays européens qui annulaient et qui donnaient des directives en la matière de façon à ce que les festivals puissent activer la clause de force majeure, et nous on ne disait rien. On ne disait rien. Donc la première réponse que j'ai eue, ça a été les petits festivals. Alors là, vraiment, je me suis dit, c'est quoi les petits festivals? Et puis après, il y a eu la conférence de presse Donc du effectivement, Premier je précise ministre. pour ceux qui nous écoutent que le président de la République a annoncé que là, à partir de lundi dernier, du déconfinement, les petits festivals et les petits lieux culturels comme les médiathèques et les petits musées allaient pouvoir effectivement accueillir du public à nouveau. Voilà, je Donc précise. d'abord, Donc ça, moi ça je sais pour vous, petit festival, on ne sait pas ce que c'est ça? bah non, je sais pas ce que c'est. C'est quoi un petit festival? Dites-moi ce que c'est, je ne sais toujours pas. Non, ce qui a été, en tout cas, dans la conférence du Premier ministre et sur l'état d'urgence sanitaire je vous souvenez, c'était jusqu'au mois de juillet, l'interdiction des rassemblements de plus de 5000. Bon, après, ça permettait ça. Et c'est vrai que ça a été un peu les vieilles charrues, c'était jusqu'au 15 juillet et ils commençaient le 16 juillet, donc ça les mettait dans la. Donc c'est de là que c'est parti, mais je pense que je réclame toujours vraiment de la visibilité, de l'anticipation et surtout un cadre, je dirais, national qui permette peut-être en fonction de seuil de donner un certain nombre de dispositions sanitaires qui permettent de faire en sorte que les préfets et les maires dialoguent pour voir comment des manifestations vont pouvoir avoir lieu ou pas cet été et surtout à la rentrée. Moi, je fais confiance aux maires et d'ailleurs, j'étais avec des élus en visio tout à l'heure qui, sur la notion de petit musée, on fait appel aussi au bon sens, c'est-à-dire qu'est-ce qu'un petit musée? Simplement, est-ce que c'est un musée qui va permettre de pouvoir respecter les gestes barrières, les questions des distanciations? Eh ben oui, les choses peuvent se faire de façon assez souple, en faisant confiance aux maires, en travaillant entre maires, DRAC, préfets, voilà. Mais aujourd'hui, vous conviendrez que on n'a pas énormément encore, je dirais, de visibilité, et j'attends toujours qu'on puisse anticiper et donner un cadre national et des directives en la matière. Il y a aussi une tribune que vous avez signée le 5 mai pour demander une année blanche pour les intermittents du spectacle. Et le lendemain, le président de la République faisait des annonces justement sur la question des intermittents et il annonçait notamment une année blanche. Alors, est-ce que c'était l'année blanche que vous avez demandé? Oui, oui, de toute façon, il faut vraiment qu'on fasse attention à cette idée que pendant la période de confinement, forcément, il n'y avait plus rien.
Mais la période d'après confinement, celle que l'on vit là et qui va durer, eh bien, les artistes ne vont pas retrouver comme ça Ah bah non. des dates, pouvoir organiser des tournées. On ne sait même pas si les salles vont pouvoir ouvrir. On ne sait même pas dans quelles conditions les théâtres vont pouvoir ouvrir. Donc, la question des artistes intermittents devenait un sujet vraiment très fort et très important. Donc là, qu'ils puissent avoir leurs droits ouverts jusqu'à août 2021, c'est-à-dire que faire en sorte que pendant un an, ils puissent, sur leurs 507 heures, voilà, avoir l'occasion de pouvoir en disposer, c'est important. Mais je vous rappelle quand même que la question de l'intermittence, de l'assurance chômage pour les intermittents, ce sont les instances paritaires hein, qui négocient et il va falloir un accord aussi entre les différentes instances paritaires. Mais que le président de la République ait annoncé cette année blanche, c'était vraiment la seule bonne nouvelle, une des quasi seules bonnes nouvelles de sa conférence de presse. En l'occurrence, là aussi, il y a eu quand même pas mal d'acteurs de la culture expliquer que c'était pas assez, qu'en fait c'est un parachute, mais que ça ne va pas permettre de sauver un certain nombre de structures qui vont mourir de fait. C'est pas les seuls, hein, évidemment. On parle du déconfinement. Il y a aussi des TPE, des bars et des restaurants qui vont jamais pouvoir réouvrir parce qu'ils auront mis la clé sous la porte. Mais en matière de culture, se pose aussi la question de l'immense fragilité de l'ensemble du secteur depuis en fait assez longtemps. Et ce coronavirus ne va pas tout simplement achever un monde de la culture qui était déjà mourant? Alors, il n'était pas mourant. Je vais pas quand même Non? aller jusque-là parce que je trouve qu'au contraire, on est dans un pays où on a une vitalité culturelle absolument incroyable. Et donc, par contre, c'est un secteur qui est fragile. Donc là, moi j'ai été de celle qui a bataillé au projet de loi de finances rectificatif 2 pour obtenir des plans de relance pour la culture et je les avais même pas qualifiés de relance, c'était des plans d'urgence, c'est-à-dire que on est dans une situation où ce qui me fait peur, c'est que si on ne prend pas à bras le corps la question de l'urgence et de l'urgence économique, parce que tous les dispositifs d'État aujourd'hui auxquels beaucoup d'acteurs culturels peuvent prétendre, parce que ce soit le fonds de solidarité, les prêts garantis par l'État, ou alors l'activité partielle, vous avez beaucoup d'acteurs culturels qui aujourd'hui sont éligibles à ces dispositifs, mais pas tous. Et je pense d'ailleurs aux artistes auteurs, c'est un vrai sujet. Il faut absolument que on puisse, que le gouvernement là aussi entende que les artistes auteurs aujourd'hui sont dans une situation extrêmement difficile, extrêmement précaire et extrêmement fragile. Mais ce que vous disiez, c'est que c'est fragile. Et oui, c'est fragile. Et parce que c'est fragile et parce que c'est un écosystème, il faut absolument qu'on prenne à le bras le corps dès maintenant la question culturelle. Et ça fera partie, de mon point de vue, à la fois d'un plan d'urgence, mais aussi de relance pour demain. Et je crois qu'on a plus que besoin aujourd'hui des artistes. Vraiment. Dans son échange avec les artistes, le président de la République a parlé aussi du fait que les artistes allaient pouvoir profiter de l'été, si je puis dire, pour travailler dans les écoles, dans les centres d'animation, dans les colonies de vacances avec les enfants. Vous pensez que là aussi, il y a une solution pour aider certains artistes de ce côté-là, ou alors au contraire, c'est du gadget et ça respecte pas beaucoup les artistes qui vont se retrouver à faire de la garderie? Je dis ça parce que l'expression a été utilisée par certains artistes qui se sont plaints de cette annonce. Écoutez, euh, très sincèrement et très personnellement, j'attendais autre chose de la conférence de presse du président de la République qui nous dise qu'il fallait que les artistes aillent animer des ateliers pendant les vacances. Il n'a pas dit que ça, puisque la C'est pas question dit de ça. l'année blanche a été et du fonds de soutien, notamment pour les tournages. Mais j'ai été très frappée de voir qu'il s'adressait aussi aux collectivités territoriales en leur demandant de participer, Mm. alors qu'elles ont été les premières à réagir
à mettre en place des fonds d'urgence, des fonds de soutien, à verser leurs subventions, même pour ce qu'on appelle le service non fait, vous savez, c'est-à-dire Mm. ces projets qui forcément ne vont pas avoir lieu, eh bien les collectivités versent quand même les subventions. Et il a appelé aux collectivités alors qu'elles ont été présentes tout de suite. Tout de suite. Donc, et après, finir par dire, il faut que les artistes animent les colonies de vacances cet été. Je caricature un peu, mais voilà, c'était pas ce que j'attendais de la vision d'un président de la République sur l'enjeu culturel aujourd'hui et l'enjeu artistique. Je pense que ça mérite mieux. J'ai une question qui est posée par Dernière Race pour vous. Une question sur la mutation de la culture. Vous savez que là, vous êtes sur une plateforme sur Internet qui s'appelle Twitch et il voulait vous poser une question sur l'évolution de la consommation des médias par les jeunes Oui, et notamment la chute de la télévision. Qui oui. justement est mise à mal voilà, par Internet, par des plateformes comme celle-ci, mais aussi par des géants comme Netflix. C'est quoi votre vision pour l'avenir de l'audiovisuel? Est-ce que la télé, c'est bientôt fini? Euh, D'abord, alors d'abord, on devait avoir, alors je sais pas si elle va être programmée, mais un projet de loi, souvenez-vous, sur l'audiovisuel public. C'est vrai. Je voudrais le dire parce que dans le cadre de ce projet de loi et dans des annonces qui avaient déjà été faites par le gouvernement, il y avait notamment, et je répondrai après à votre question, il y avait la suppression de France 4. Oui. Et je ne sais pas si vous avez regardé France 4 pendant la période de confinement, mais France France 4, 4 a, c'est pour les enfants. C'est une chaîne pour les enfance, en enfants, l'occurrence. absolument. France 4 a vraiment développé des programmes remarquables pour les enfants, au niveau éducatif, hein, bien sûr. Hein. On a vu là à la fois l'importance d'un service public, mais aussi l'importance de pouvoir bénéficier d'une chaîne avec autant je dirais, de compétences pour pouvoir s'adresser aux enfants dans une période où l'école n'était pas obligatoirement toujours facile pour certains, où ils pouvaient avoir des programmes complémentaires de grande qualité. Et pour vous dire que là, du coup, lorsque je réponds à votre question, la télé a joué un rôle. Vous voyez, là, la télé a joué un rôle. Oui, Mais mais ça ne forcément, retire rien à la chute des audiences chez les ça ne jeunes. retire rien à la chute des audiences. Et clairement, sur l'évolution, on va dire, des, à la fois des contenus audiovisuels en ligne via plateforme, etc., il y aura besoin de régulation. Ça, c'est clair. Il y aura besoin de toute façon de régulation. Et je pense que il y a eu quand même une autre annonce du président de la République sur la traduction en tout cas en droit français de la directive SMA pour SMA. permettre à ce que les plateformes puissent contribuer au financement de la création française européenne. Ça, c'est quelque chose d'important. Mais voyez, nous sommes dans un bouleversement aujourd'hui à la fois des usages, parce que derrière, il y a la question des usages. On regarde la télé, on regarde son ordinateur, les tablettes, et surtout la question aussi des contenus, de la chronologie des médias, du rapport entre cinéma, et puis la question du financement de la création, tout simplement. Quand vous voyez la production de Netflix aujourd'hui, c'est quand même aussi un acteur qui est en train de vouloir compter dans le financement de la création cinématographique. Donc, je pense que je ne sais pas si c'est une question de génération, parce que là, je dirais plutôt qu'Internet plaît plus à une tranche 18-40 que les enfants voilà. C'est intéressant parce que la question des usages, génération, enfants ou adultes, on va voir que je pense que c'est aussi il va y avoir des évolutions. Et tout ça aussi est lié au contenu, hein, forcément. Hein. Oui, bien sûr. Il y a Ah oui. Axeran qui voulait vous poser aussi une question sur le pass jeune. Le pass culture qui avait été promis par Emmanuel Macron pendant la campagne. Quels sont ses résultats, ce pass jeune? Ben, Est-ce que la il a diversité à la culture, Euh, D'abord, moi, j'ai été extrêmement réservée sur le pass culture. En pourquoi? fait, très clairement, bah, pour une raison très simple, c'est que, en fait,
vous avez une application qui géolocalise l'offre culturelle dans votre là où vous êtes, dans votre territoire, et après vous pouvez forcément avec 500 euros bénéficier de cette offre culturelle. Alors quand je vous disais en début de mon propos que la question des injustices, des inégalités, qu'elles soient sociales, culturelles, géographiques, territoriales, est un vrai sujet. Vous savez, quand vous habitez en Centre-Bretagne et que vous téléchargez l'application et qu'à un moment, dans l'offre culturelle qui vous est dispensée, vous n'êtes pas vous n'êtes même pas sur le même pied d'égalité que dans un autre territoire. Pour moi, ça pose des questions aussi d'égalité devant l'offre culturelle. La deuxième chose, c'est ça s'est résolu après. C'est de pouvoir, en tout cas, garantir que la question des librairies indépendantes, enfin, vous voyez, ne soit pas sacrifiée sur l'autel d'Amazon. Ça a été un débat, et ça a été un combat qui a été gagné, et ça, c'est bien. Et enfin, le fond, le principe même, c'est de se dire, est-ce qu'aujourd'hui, la culture, c'est simplement un pass culture à 500 euros pour aller à un concert super pour tout le monde et de voir ce que tu as envie de voir. Mais pour moi, une politique culturelle, c'est d'essayer d'amener aussi les uns et les autres à découvrir peut-être ce qu'ils ne connaissent pas déjà, ou en tout cas à accepter de prendre le risque de voir un spectacle de théâtre, de marionnettes et tout. Et en fait, l'offre qui est dispensée sur le pass culture n'est finalement que celle qui va pouvoir être celle que l'on continue à avoir soi-même. Et je pense que la question de la curiosité, de l'ouverture n'est pas obligatoirement attachée à ce dispositif. Alors maintenant, moi j'ai vu aussi que ça permettait de pouvoir acheter des bouquins, de pouvoir avoir des places de concert. Maintenant, j'auditionne la semaine prochaine le directeur de la société qui gère le Pass Culture pour lui demander où ça en est. Parce que vu qu'il n'y a plus d'offres, je ne sais pas très bien aujourd'hui où en est le Pass Culture, qui, je vous rappelle, coûte quand même 40 millions d'euros dans le budget de la culture. On arrive déjà à la fin de cette émission, Sylvie Robert. J'ai deux dernières questions oui, déjà, vous avez vu, ça passe vite. Il y a deux dernières questions que le chat voulait vous poser. La première, c'est est-ce que le Mont-Saint-Michel est en Bretagne ou en Normandie? Non, il est en Normandie, mais il est un peu en Bretagne, parce qu'en fait, on s'en occupe un peu quand même. On s'en occupe. Et la question de dernière race, c'est quoi le lieu de vacances pour cet été où il faut aller en Bretagne? Puisqu'il faut faire du tourisme local, il paraît. La Bretagne. La Bretagne. Oui, mais où en Bretagne? C'est quoi le petit coin sympa? Pour moi, mon petit coin sympa? Non, celui que vous nous recommandez. Celui que vous nous recommandez. Écoutez, moi je suis dans un département qui est l'Ille-et-Vilaine. Donc forcément on a un littoral. Vous avez Saint-Malo, vous avez Dinard, et puis vous avez aussi un petit endroit qui sont les bords de Rance, où vous avez à la fois la campagne et puis la Rance maritime, la mer, et c'est un endroit paisible et absolument magique. Donc voilà. Eh ben, on sera sur les bords de Rance alors cet été. Merci beaucoup Sylvie Robert, dont je rappelle sénatrice socialiste d'Ille-et-Vilaine. Merci d'avoir répondu à toutes nos questions. Oui, il a raison, c'est dans les Côtes d'Armor. Je vois qu'il y a des Bretons. Je suis en Ille-et-Vilaine, mais c'est vrai qu'il y a un pont et on est juste dans les Côtes d'Armor, les bords de Rance. C'est sur les deux départements. Voilà. On sera du bon côté de la rive alors. Merci encore une fois Sylvie Robert, merci à vous d'avoir regardé cette émission, merci à vous si vous nous avez regardé en replay sur Public Sénat, le canal 13 de la TNT, merci si vous nous avez écouté également en podcast. J'en profite pour remercier notre réalisateur qui est à distance, cette émission est réalisée à distance. Merci beaucoup Kish qui s'occupe de ça, c'est incroyable ce qu'on est capable de faire aujourd'hui, merci à toi. Je vous souhaite une bonne fin de journée, je vous dis à très bientôt, merci encore. Merci beaucoup à vous tous, merci.